Moi, j'irai très vite. Je voudrais faire quelques remarques et poser des questions aussi à mes collègues, globalement, hein. Donc, j'étais très intéressé par l'exposé d'Yves Brulet. Il y avait beaucoup de remarques, de questions à poser. Simplement, puisque c'est un de vos terrains de recherche, je reprends votre interprétation sur la professionnalisation de la diplomatie. Vous avez tout à fait raison, je pense, mais en même temps, ce qui est quand même étonnant et remarquable en même temps, c'est que pour régler les problèmes diplomatiques les plus aigus, dans lesquels l'empereur a le plus de difficultés à faire passer ses idées, ce ne sont pas des diplomates, mais des non-professionnels qui interviennent. Pour l'affaire italienne, le comte Arès, Pepoli, etc., ce sont des gens qui font la liaison avec Napoléon III, complètement en dehors, finalement, du réseau diplomatique classique. Pour l'exposé concernant les photos, qui m'a beaucoup intéressé aussi, je suis frappé, j'allais dire, un peu de la tristesse de ces photos. Et en particulier, oui, pour Sébastopol, quand on voit ce que sont les photos de guerre ultérieurement, c'est-à-dire comment elles mettent en valeur, effectivement, soit des militaires à l'arrêt, enfin, je pense aux guerres ultérieures. Mais là, on a quelque chose, effectivement, qui est complètement différent de la peinture. Parce que la peinture véhicule encore, à cette époque-là, un imaginaire belliqueux, l'idée de gloire, etc. Là, il y a un côté, effectivement, d'une rigueur. Alors, évidemment, il y a le noir et blanc. Mais sur Sébastopol, il n'y a pas un soldat. C'est sûr que ce n'est pas le débarquement de Normandie par Robert Capa. Avant le débarquement, vous avez d'autres guerres, quand même. Non, je veux dire comme type de photo. Non, je pense, pour répondre à cette question, que en fait, Langlois et Méhédin, qui ont fait ces photos de Sébastopol, sont des peintres que, en fait, pour Langlois, il ne s'agit pas, même s'il offre un album à Napoléon III, d'une œuvre achevée, mais d'études préparatoires pour ces panoramas, qui eux sont beaucoup plus animés en fait. Et d'autre part, qu'il photographie toujours après la bataille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'instantané, il s'agit de prise de vue avec des temps assez longs. Aussi, finalement, après, souvent, c'est ça. En 14-18, les prises de vue sont très contrôlées par l'armée, pour des raisons de propagande et de censure. Là, l'idée que la photo pourrait être un élément perturbateur du moral aussi bien des troupes que de l'arrière n'est pas encore bien ancrée, puisque là, on expérimente ce que ça peut être. Et effectivement, il s'agit plutôt de tableaux posés, de propagande, d'études préparatoires que de scènes de bataille. C'est sûr. Mais c'est intéressant d'avoir un avis comme le vôtre sur ces images, parce que moi je ne les vois pas tristes, je les vois plutôt, je les vois plutôt par que la guerre rapport de Crimée, je repense à un ouvrage de Marc Martin sur l'histoire justement du reportage, et qui montrait que la guerre de Crimée était un bond en avant formidable pour le journalisme, puisque c'est la première guerre dans laquelle on a des reporters de guerre. Et il y a la guerre de sécession quand même aussi, où il y a des photographies. C'est en à même peu temps, près, il y a l'information pratiquement immédiate, puisque le télégraphe permet d'avoir les nouvelles pratiquement au jour le jour. Et donc, je pensais que j'avais l'impression d'un décalage entre la photo, justement, et ce type de reporter de guerre. Alors, excusez-moi, je voulais faire simplement une remarque sur les deux dernières, mais en allant très vite, intervention. J'étais très intéressé par ce que vous avez dit sur la nature ou l'expansion de ce capitalisme à cette époque, puisque vous avez évoqué à plusieurs reprises l'actualité. C'est vrai, enfin, des réflexions, l'anticipation, etc. Ce qui me semble aussi intéressant, c'est que dans la période qui nous concerne, l'expansion, le nouveau développement du capitalisme, même s'il apporte la paix dans l'esprit des Pereire, n'est pas incompatible avec le maintien des nations et des frontières nationales. Et donc, c'est quand même un moment assez unique dans cette évolution économique du XIXe siècle, où on peut imaginer effectivement solidarité économique, expansion des capitaux, exportation, et en même temps attachement aux frontières nationales. Ce qui n'est pas le cas avant, ce qui ne sera pas le cas après. Et donc, c'est un moment d'équilibre qui me semble intéressant. Et puis la deuxième remarque, et je pense à ce que vous avez dit sur l'empire colonial français,
Il serait intéressant de faire une comparaison du reste avec la formation de l'Empire anglais au même moment. La sphère d'expansion du capitalisme nouveau dont vous parlez, elle est quand même fondamentalement européenne. Et on voit que c'est un capitalisme assez différent qui va s'occuper ou gérer ou investir dans l'Empire et qui est un vieux capitalisme. Vous évoquez les ports, on sait bien que ça va être effectivement un des problèmes. L'aventure coloniale du Second Empire est quand même fondamentalement militaire. C'est les marins en plus. Et ce n'est pas l'arme la plus ouverte d'une façon générale au nouveau capitalisme. Donc j'étais frappé justement de ce phénomène qui du reste quand même a des liens avec le politique. Je pense au projet à un moment donné d'union latine, pas monétaire mais l'union latine politique qui a été évoquée à un moment donné et puis qui était une des idées de Napoléon III et qui correspond en fait à une sorte d'Europe du Sud intégrant à la fois l'Italie, la France et l'Espagne, et qui réapparaît de façon aussi, là on pourrait évoquer l'actualité, de façon chronique, une Europe du Sud opposée à l'Europe du Nord. Ce qui effectivement me posait problème. Oui, je voulais juste répondre en tout cas à une partie de votre remarque sur ce qui concerne la solution de continuité entre les investissements en Europe et dans les colonies ou outre-mer. J'en suis pas certain. Parce que le comptoir d'escompte de Paris, par exemple, à partir de 1860, est le chef de lance des investissements, notamment en Extrême-Orient. Et il lance d'ailleurs une banque, il patronne une banque qui s'appelle le Crédit Foncier Colonial. Et le Crédit Foncier Colonial. Et ensuite, le Crédit Foncier de France, qui était censé soutenir, faire des prêts hypothécaires, etc. Le Crédit Foncier de France a été un grand instrument des placements en Égypte, en Tunisie, etc. La Banque d'Indochine aussi. Alors. Oui, puis après la Banque d'Indochine. Et puis, oui, on peut allumer un peu. Je réponds à la question. Donc vous avez abordé la question de la professionnalisation de la diplomatie et puis la question d'utilisation d'intermédiaires officieux dans la question italienne. Ce sont deux sujets très différents en réalité. La professionnalisation concerne le personnel diplomatique français qui, sous le Second Empire, est composé pour l'essentiel de gens qui ont fait toute leur carrière dans la diplomatie, et même les ministres des Affaires étrangères. Dans la plupart des postes diplomatiques, ce sont des professionnels de la diplomatie qui sont envoyés en fonction. Donc c'était le sens de mon propos. Et pour la question dans l'affaire italienne, effectivement, dans certains cas, Napoléon III a utilisé d'intermédiaires qui ne sont pas des diplomates. Et l'affaire italienne est le cas le plus frappant d'une diplomatie parallèle que Napoléon III a pu utiliser à certains moments, mais je dis bien à certains moments, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. En réalité, c'est surtout dans la question italienne qu'on trouve des cas d'utilisation de diplomatie parallèle, alors que dans les autres moments, en réalité, les processus de négociation ou de décision d'abord ont beaucoup varié au cours du Second Empire. Il n'y a pas un modèle de processus de décision et souvent sont finalement relativement classiques. La diplomatie économique avec l'accord Chevalier-Cobden passe aussi. Alors justement non, parce que oui et non. C'est-à-dire dans ma recherche sur le Quai d'Orsay, j'ai trouvé un rapport écrit par un sous-directeur de la direction des affaires commerciales et consulaires qui raconte au nouveau ministre nommé en janvier 1860, Touvenel, son rôle à lui, sous-directeur, dans la négociation en cours. Et donc on a en 20 pages, en réalité, tout un versant de la négociation qu'on avait complètement, qui était pas du tout connu. Et en réalité, le Quai d'Orsay a été informé, non seulement a été informé, mais a eu un rôle dans la totalité de la négociation du traité de commerce. Merci. Je trouvais très intéressant les exposés, en particulier sur la diplomatie française et le colonialisme et l'empire colonial. Et je voudrais juste rajouter 2 ou 3 petits éléments. Par exemple, pendant la guerre de sécession, les sudistes ont essayé d'intéresser le Second Empire à venir à leur secours. De la même façon, le shogun, quand il était en difficulté au moment de la révolution de Meiji, il a fait appel aussi
à Napoléon III, et on a même envoyé la flotte pour venir à son secours. Bon, ça n'a pas marché, mais ça montre que la France était effectivement très présente sur tous les fronts, en définitive. Et aussi sur le front culturel, on oublie toujours, parce que la musique française n'a pas été toujours très défendue en France, mais on oublie que les deux compositeurs d'opéra les plus joués dans toute l'Europe au XIXe siècle, ce n'était pas Verdi ni Wagner, c'était Meyerbeer en français et Auber, bien oublié aujourd'hui. Donc, je me demande si en fait, ce n'est pas l'influence de la France là dont on parle, plus que de l'influence du Second Empire, qui bien sûr a fait des choses, et en particulier l'expansion économique, qui leur ont permis de se servir de l'influence de la France, mais je pense qu'en tant que pays, rien à voir avec le Second Empire, la France avait un rôle considérable à jouer à l'époque, et que ce soit des États-Unis jusqu'au Japon, c'est vers la France qu'on se tournait quand on était en difficulté. Merci. Moi, en tout cas, je voudrais dire simplement que le rayonnement financier de la France est quand même très lié au Second Empire, et par exemple aux créations bancaires. Voilà. Et les compagnies d'assurance. Oui, oui. Oh, ben, les compagnies d'assurance sont plus anciennes. Mais les grandes banques, ce sont des créations du Second Empire. Si on veut bien intégrer le comptoir d'escompte de Paris en 1848, bon, c'est évidemment pas le Second Empire, c'est une banque très républicaine, au contraire, mais enfin qui connaît un très grand développement au cours du Second Empire. Donc il y a le crédit immobilier, il y a le crédit foncier, et puis ensuite les lois de 1863, les grandes banques de dépôt. Donc là, quand même, c'est tout à fait lié au régime. Et jusque-là, précisément, s'il y a eu la crise financière gravissime de 1848, c'est parce que le régime de la monarchie de Juillet, malgré les tentatives, n'avait débouché sur rien du point de vue bancaire et du point de vue de l'organisation bancaire. Et donc là, il y a quand même une mutation qui peut être attribuée, alors en tout cas à la période maintenant, mais le régime a joué un rôle essentiel. S'il vous plaît. Ma question s'adresse à Madame Aubenas. Certes, les photographes du Second Empire sont des historiographes, mais je crois qu'ils sont aussi, dans une certaine mesure, des propagandistes, autant d'ailleurs de la famille impériale que des milieux républicains, si on pense aux reportages sur Guernesey, par exemple. Mais j'aimerais surtout savoir si on peut mesurer l'influence, par exemple, le nombre de photos, cartes de visite de la famille impériale qui a pu être distribuée, etc. Merci. Alors, mon intention n'était pas de dire que les photographes étaient tous pro Napoléon III au Second Empire. J'ai choisi quelques exemples de photographes dont le lien entre leur œuvre, leur expédition et leurs propos était très fort avec la politique extérieure de Napoléon III. Mais effectivement, il y a d'autres photographes qui se positionnent comme très républicains, en particulier, par exemple, si on prend des portraitistes parisiens. Après, il y en a qui ont une neutralité commerciale, qui profitent de la prospérité générale et qui se prononcent pas. Mais par exemple, effectivement, Nadar et Carja sont des républicains assumés, même si le tableau que vous avez là de Jérôme, il a fait ce tableau en utilisant pour les ambassadeurs siamois des photographies, parce qu'évidemment, il n'a pas pu les faire poser autant qu'il voulait, il n'avait pas tous les détails de costume. Il a demandé à Nadar de les faire poser dans son atelier. Donc Nadar, très opposé à Napoléon III, a quand même, à l'occasion, et parce qu'il a eu de bonnes relations avec Jérôme, indirectement servi une œuvre de propagande en photographiant des ambassadeurs siamois dans son atelier du boulevard des Capucines. On a même des photos du fils de Nadar avec des siamois. Il y a tout un... il met bien en scène la situation. Après, effectivement, il y a beaucoup de portraits de Napoléon III, de l'impératrice Eugénie, du prince impérial qui sont réalisés. Combien il y en a, je ne sais pas. Elle mériterait une étude à elle toute seule parce qu'ils posent non pas
dans des décors ou dans des costumes de leur fonction comme là, mais en bourgeois, avec un habit noir, un chapeau de forme, une robe bourgeoise. Le prince impérial est habillé comme... C'est-à-dire que c'est très habile, parce que ça veut dire que l'empereur est comme tout le monde, entre guillemets, et que tout le monde peut s'assimiler à cette espèce de famille idéale avec le petit garçon très, très mignon. C'est vrai qu'il est très photogénique. Maintenant, combien il y en a en tout, combien ont été distribués, je ne sais pas. Mais effectivement, dans les archives, on retrouve des commandes et des diffusions d'images très bien orchestrées dans l'ensemble de la France, de même que les portraits de Napoléon III, de l'impératrice Eugénie, du prince impérial, ensemble ou séparés, font l'objet de copies qui sont payées à des peintres jeunes ou nécessiteux, qui sont distribuées partout, comme les photos du président de la République actuellement qui sont dans les mairies, et qui sont distribuées dans les musées, dans les mairies, etc. Enfin, mais combien en tout, je ne sais pas, mais vu le nombre qu'il en reste, il y a dû en avoir énormément. Énormément. Oui, pour M. Brier, j'ai lu Jacques Bainville, je suppose comme vous, qui décrit la politique extérieure du Second Empire en Europe comme un désastre total. Bon, il est difficile de lui donner tort, mais en même temps, il dit que finalement, il y avait quand même une poussée populaire en Italie ou en Allemagne, et que donc l'unité, elle se serait faite forcément. Bon, alors sans faire de l'histoire-fiction, est-ce que vous pensez qu'avec une politique moins brouillonne, on aurait pu arriver à cette unité, et sans une hostilité qui a duré un siècle avec l'Allemagne, et encore plus fort, l'Italie, qui a fait alliance avec l'Autriche après 1870, alors que l'Autriche gardait les fameuses terres irredentes. Par exemple, en laissant Victor Emmanuel conquérir les États du pape et en s'alliant avec l'Autriche, qui aurait pu avoir autour d'elle, dans un véritable État, au moins les États du sud de l'Allemagne. Alors, je ne suis pas absolument sûr d'avoir bien compris. Est-ce qu'on pense que Napoléon III a eu trop de politique des nationalités ou pas assez ? Il s'est arrêté en cours de route, puisque sous l'influence sans doute de l'impératrice, il a refusé que l'Italie conquiert Rome, qui était le but. Oui. Et à partir de là, il n'y a que Garibaldi qui est venu combattre en 70, qui n'a pas oublié ce que Napoléon III avait fait pour l'Italie. Mais la majorité de l'opinion italienne et le roi se sont retournés contre la France. Oui, donc effectivement, il y a un moment de politique des nationalités, et ensuite, cette politique des nationalités se perd, et d'une certaine façon. Alors, il y a une hésitation de Napoléon III, comme je l'ai dit, donc il veut faire quelque chose pour l'Italie à la fin des années 1850, donc il a un rôle décisif pour lancer le mouvement, mais en réalité, l'unification italienne, qui n'était pas son projet, faut être clair, lui échappe complètement et assez vite, finalement. Et l'auteur de l'unification italienne, c'est Cavour, beaucoup plus que Napoléon III. Et donc, depuis le début et depuis 1849, la France protégeait les États pontificaux, et ensuite ce qui restait des États pontificaux, c'est-à-dire Rome et le Latium. Bon, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Je pense qu'il y avait un principe de défendre le pouvoir temporel qui était lié à l'opinion catholique en France, qu'on ne pouvait pas complètement prendre à rebrousse-poil. Et puis l'idée aussi que voir Rome tomber aux mains des Italiens, c'était la victoire d'un principe révolutionnaire. Et je pense que Napoléon III, de sa diplomatie, n'est pas révolutionnaire. Enfin, alors pour ce qui est de l'Allemagne, il y a eu une hésitation, comme je l'ai dit, entre est-ce qu'il faut soutenir Bismarck ou est-ce qu'il faut s'opposer à lui. En réalité, Napoléon III imaginait une Allemagne en 3 tronçons, le nord dominé par la Prusse,
la partie, disons, autrichienne avec donc, les Habsbourg, et puis entre les deux, l'Allemagne du Sud, qui aurait été ni dans un camp ni dans l'autre, et où la France aurait pu avoir une forme d'influence. Voilà. Bon. Chez les diplomates français, il y avait une forme de scepticisme à la fois sur l'Italie et sur l'Allemagne, parce qu'ils considéraient que, par exemple, les Allemands du Sud n'avaient finalement pas beaucoup de points communs avec les Allemands du Nord, ni religieux, ni historiques, etc., et que du coup, une unification de tout cet ensemble en un seul État était quelque chose d'un peu aberrant. Hein. Et ils pensaient aussi un peu la même chose en Italie, c'est-à-dire qu'entre un Florentin, un Palermitain, un Piémontais, un Romain, voilà, bon, il n'y a pas forcément une histoire commune qui existe, et donc il pensait que cette construction étatique unique n'allait pas forcément tenir le coup à la longue. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que les diplomates français étaient par principe hostiles au principe des nationalités. Hein. Ils ont défendu la cause roumaine, polonaise, et dans d'autres cas aussi. Voilà. Donc les choses ne sont pas très, très simples à exposer, il faut le reconnaître. Alors, Bainville, bon, c'est toujours intéressant de dire Bainville, hein, voilà, mais on ne peut pas lire que Bainville. Peut-être une dernière, ultime question. Allez-y, monsieur. Oui, je voulais vous poser une question un peu plus légère. Quel a été le poids diplomatique de la très belle comtesse de Castiglione ? C'est vrai que toute cette histoire manquait de femmes. Alors, je voudrais parler d'Eugénie aussi, d'ailleurs, bon, qui a eu un rôle, mais à mon avis, bon, je suis un peu sceptique là aussi. Alors, sur la Castiglione, effectivement, c'est une forme de diplomatie qu'avait imaginé Cavour pour convaincre Napoléon III de s'intéresser encore plus à l'Italie. Bon. Je pense que ça a pu avoir un rôle, mais très franchement, j'y crois pas beaucoup. Hein, en fait, il y a tellement d'autres raisons hein, que voilà, c'est un élément. Mais enfin, voilà, je pense que Napoléon III n'avait pas forcément besoin de ça pour chercher à faire quelque chose pour l'Italie. Il y avait aussi d'autres personnes hein, dans son entourage qui pouvaient l'influencer, et pas simplement la comtesse de Castiglione. Mais c'est vrai qu'au départ, l'idée de l'envoyer à Paris est très clairement un acte politique, hein, c'est sûr. Il y avait d'autres femmes, vous voulez dire ? Non, des hommes, des hommes et des femmes, voilà. La princesse Metternich, elle vient après, en fait, hein, c'est à partir de 60. Bon, mais je crois que nous pouvons remercier tous les intervenants pour tous ces exposés remarquables.